Personnes disparues, volume 1, épisode 1. Partout dans le monde, des personnes disparaissent encore et encore. Le nombre de cas se compte par milliers. Elles disparaissent de manière inexplicable, comme si la terre les avalait, d'un instant à l'autre. Des enfants disparaissent directement sous la garde de leurs parents. Certains sont retrouvés à 25 km de là. Ils ne savent pas comment ils y sont arrivés. Des randonneurs disparaissent tout simplement. Certains sont retrouvés à des kilomètres de distance, morts, sans chaussures ni chaussettes. Ils ont dû traverser plusieurs crêtes de montagnes, des rivières et de la neige profonde, sans laisser de traces menant à cet endroit. Voici 3 des cas les plus troublants et mystérieux. D'autres cas inexplicables de personnes disparues sont présentés dans Personnes disparues, volume 1. Disponible en livre audio, livre de poche et e-book dans tous les points de vente. Utilisez le lien dans la description. Joseph Grosel, Kingston 2003. Joseph Grosel disparaît le 22 octobre 2003 à Kingston, en Ontario. Au moment de sa disparition, il a 21 ans. Joseph Grosel est un jeune homme très droit, motivé et exemplaire. Il est soldat et fréquente l'Académie militaire d'élite en Ontario, à environ 250 km au sud-ouest de Montréal. C'est l'académie militaire la plus prestigieuse du Canada, la seule au niveau universitaire, un lieu empreint d'histoire et de dignité. Seuls les meilleurs des meilleurs, les jeunes les plus intelligents, disciplinés et dévoués sont admis et formés là-bas, et Joseph Grosel est l'un d'eux. En octobre de cette année, Joseph est en première année à l'académie. Néanmoins, il a déjà été choisi comme leader dans l'une des unités les plus importantes, une position inhabituellement responsable pour un jeune de son âge. Cela montre l'impression exceptionnelle qu'il a laissée même là-bas. De plus, il joue dans l'équipe de basket-ball de l'académie. Ses camarades le décrivent comme extrêmement intelligent, amical et responsable, un jeune homme brillant, exemplaire à tout point de vue. Ce qui lui arrive est donc d'autant plus surprenant et ne correspond pas à son profil. Le 22 octobre, Joseph est dans sa chambre en train de travailler sur un devoir. Sa petite amie est également avec lui, se préparant pour un cours de droit le lendemain matin. Les deux travaillent tard dans la nuit, et à 1h du matin, la jeune femme se fatigue et s'endort sur place. À 5h du matin, elle se réveille soudainement et remarque que Joseph n'est pas là. Où pourrait-il être à cette heure-là? Elle trouve son téléphone portable, sa montre et son portefeuille sur son bureau. Apparemment, il n'avait pas l'intention de partir longtemps. Personne ne laisse aujourd'hui son téléphone portable et son portefeuille à la maison s'il prévoit de s'absenter un moment. Mais Joseph ne revient pas. À 6h du matin, elle quitte son appartement, légèrement confuse. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas dans son caractère de partir soudainement sans dire un mot. Elle retourne à l'appartement plusieurs fois dans la journée pour voir si Joseph est revenu. Mais l'appartement reste désert. Rien n'indique qu'il soit revenu entre-temps. Son téléphone portable et son portefeuille restent intacts. À 16h30 commence son entraînement de basket-ball, le seul rendez-vous fixe de la journée. C'est un rendez-vous qu'il ne manquerait jamais sans excuse. Mais ce jour-là, il est absent sans explication. Cela les pousse à signaler sa disparition. Recherche. Étant donné qu'il s'agit d'une installation militaire, l'armée prend immédiatement en charge la recherche de Joseph. Toute la zone est fouillée, en particulier les nombreux plans d'eau entourant l'établissement. De plus, son ordinateur est confisqué pour déterminer s'il a eu un contact avec quelqu'un qui pourrait être lié à la disparition.
Mais cela aussi s'avère infructueux. Rien de suspect n'est trouvé. Finalement, la police de l'Ontario et la police militaire canadienne sont également impliquées. Toutes les ressources possibles sont mobilisées pour retrouver le jeune homme, mais malgré des efforts acharnés pendant des semaines, la recherche n'aboutit à rien. Retrouvé. Le 13 novembre, presque 3 semaines après la disparition de Joseph, son corps est retrouvé dans la rivière Cataraqui. Peu d'informations sont publiées sur l'état du corps. Le médecin légiste ne peut pas déterminer la cause de la mort. Cependant, près d'1 an plus tard, le corps de Joseph est exhumé pour une autre autopsie. Il est à nouveau constaté qu'il n'y a ni drogue ni alcool dans son système, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la réputation de Joseph. Mais cette deuxième autopsie, réalisée par des spécialistes, ne donne également aucun indice sur la cause de la mort. Ses parents insistent pour que la mort de Joseph ne soit pas classée comme un accident ou un suicide. Cela implique qu'il doit s'agir d'un meurtre. Cependant, les enquêteurs impliqués sont réticents à suivre cette suggestion, car il n'y a aucune preuve d'une mort violente. Il y a aussi une réticence à relier cette affaire à une autre affaire criminelle qui a récemment secoué la région. À environ 60 kilomètres à l'ouest de l'académie militaire, les forces armées canadiennes sont stationnées. Le commandant de la base est accusé de meurtre de 2 jeunes hommes au même moment. Cela soulève la question de savoir si les 2 affaires pourraient être liées. Mais cela est contredit par les résultats de l'autopsie qui indiquent clairement que Joseph n'est pas mort d'une mort violente. Question. Le lieu où le corps de Joseph Grosel a été trouvé suggère qu'il doit être entré dans la rivière à plusieurs kilomètres en amont pour être emporté par le courant et finir là où il a été finalement retrouvé plus de 3 semaines plus tard. Quand exactement Joseph Grosel est-il entré dans la rivière? Peut-être beaucoup plus près du moment où il a été retrouvé, ce qui soulève la question de savoir où il était entre-temps. Il est également inhabituel et remarquable que Joseph ait laissé son téléphone portable à la maison quand il est sorti. Pourquoi a-t-il quitté son appartement entre 1h et 5h du matin? Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter l'appartement, apparemment juste pour un court instant ou sans plan concret? Et cela, alors qu'il laissait sa petite amie endormie dans l'appartement. Un jeune homme responsable et bien élevé comme lui ne serait pas parti sans dire quelque chose. Il aurait réveillé sa petite amie et lui aurait dit qu'il sortait brièvement. Tout indique qu'il avait l'intention de s'absenter très peu de temps, juste pour sortir un moment. Quelqu'un a-t-il frappé à sa porte? Ou a-t-il eu un blackout? Toute la situation semble presque comme si Joseph, soudainement, dans une sorte de confusion mentale ou d'absence mentale, s'était simplement levé, avait quitté son appartement comme un somnambule, était sorti dans la nuit et avait ensuite simplement disparu. Et peut-être à 5h du matin. Il n'est pas improbable que sa petite amie ait été réveillée en sursaut parce qu'elle avait remarqué la fermeture de la porte dans son sommeil. Joseph est-il donc sorti de l'appartement sans un mot à 5h du matin? L'autopsie révèle également que l'état du corps de Joseph indique qu'il a pu être dans l'eau pendant un maximum de 1 à 2 semaines. Cependant, Joseph avait disparu depuis 21 jours. Cela soulève la question de savoir où il était pendant les 7 à 14 jours restants, pendant lesquels il n'était apparemment pas dans l'eau, c'est-à-dire pas dans la rivière où il a été retrouvé. Il semble encore une fois assez certain que la victime n'était pas dans l'eau pendant tout le temps de sa disparition. Où était-il pendant ces 1 ou 2 semaines? Évidemment, il devait encore être en vie pendant ce temps. En général, on s'attendrait à ce qu'un homme qui tombe dans une rivière et se noie provienne d'un milieu social complètement différent. On penserait à quelqu'un qui est alcoolique ou toxicomane, qui vient des couches sociales inférieures
et a des difficultés dans tous les domaines de la vie. Mais pas dans ce cas. Joseph était extrêmement en forme, très professionnel, une machine de survie. S'il était tombé à l'eau, il aurait pu nager et se sauver. Un soldat d'élite ne se noie pas accidentellement, mais c'est précisément pour cette raison que ce cas correspond au schéma, car tous ces cas incluent non seulement des jeunes enfants, des personnes handicapées mentales ou physiques et des victimes ayant des problèmes physiques allant jusqu'à des maladies graves, mais aussi l'autre extrémité du spectre, les personnes hautement intelligentes, les performeurs de haut niveau, les talents exceptionnels brillants, tout comme Joseph Grosel. Évaluation. Jeune homme brillant disparaît soudainement et apparemment sans raison, est retrouvé plus tard dans l'eau, mais il y a des problèmes avec la chronologie. L'état du corps démontre clairement qu'il n'a pas pu être dans l'eau tout le temps de sa disparition. Une cause de mort ne peut pas être déterminée, en particulier pas noyade, ce qui semble pourtant le plus probable compte tenu des circonstances de la découverte. Des jeunes hommes comme Adam Falcon qui a disparu en 2004 et dont le corps n'a pas pu être dans l'eau assez longtemps pour expliquer sa disparition. Et Todd Gabe qui a disparu en 2005 et William Hurley qui a disparu en 2009 et Patrick McNeil qui a disparu dans des circonstances similaires en 1997, voire CAS 80 volume 2. Tous ces cas semblent sans lien. Pourtant, les circonstances sont étrangement similaires. Surtout les détails inexplicables des circonstances de la découverte et du corps et, appelons cela par son nom, le temps manquant. David Koch, Grouse Mountain 2005. David Koch disparaît le 25 mai 2005 à Grouse Mountain, au nord de Vancouver. Il a alors 36 ans. David Koch est un passionné de plein air. Il travaille comme journaliste pour un magazine informatique et est en voyage d'affaires à Vancouver en mai 2005. Avant son voyage, il dit à sa femme qu'il est impatient parce qu'il veut profiter de l'occasion pour sortir, faire de la randonnée et découvrir la région autour de Vancouver. Le soir du 25 mai vers 19h30, il prend l'un des derniers téléphériques jusqu'au sommet de Grouse Mountain. Malgré l'heure tardive, le téléphérique est presque plein avec 25 personnes. Beaucoup de gens montent sur la montagne juste au-dessus de Vancouver après le travail pendant la saison chaude pour passer leur soirée à profiter du coucher de soleil. La vue sur Vancouver est spectaculaire, ce qui rend la montagne populaire tant pour les touristes que pour les habitants. Le temps est fantastique ce jour-là et David porte seulement un t-shirt, un short et des sandales le soir, comme le montrent les images des caméras de surveillance. Il est clair qu'il n'a pas l'intention de marcher loin ou de faire de la randonnée. Il veut simplement profiter de la vue depuis le sommet, peut-être boire une bière au coucher du soleil. À leur arrivée au sommet, les visiteurs descendent du téléphérique et David est capturé par la caméra de surveillance en train de descendre. La caméra suivante le montre se dirigeant vers un petit belvédère pour admirer la vue. Une autre caméra le capture ensuite, retournant vers le centre des visiteurs. Et puis il disparaît de toutes les caméras. Il ne prend pas le téléphérique pour redescendre et il n'est pas vu au sommet. Il disparaît simplement. Le lendemain, il ne se présente pas à une réunion prévue. Son patron est informé et sa femme le cherche déjà car elle n'a pas pu le joindre sur son téléphone portable la veille au soir, ni le matin. Il est signalé comme disparu. Recherche. Le temps change alors soudainement.
Malgré le temps, une recherche approfondie de David commence. Plus de 400 secouristes, des centaines de volontaires, plusieurs équipes cynophiles et plusieurs hélicoptères équipés de FLIR recherchent David sur la montagne presque continuellement pendant 10 jours. Et ce, malgré le fait qu'il pleuve fortement pendant les 5 premiers jours. Mais la recherche n'a aucun succès. Découverte. Finalement, le 7 juin, presque 2 semaines plus tard, le corps de David est retrouvé dans un petit plan d'eau à environ 2 kilomètres du sentier le plus proche. Cette zone avait été fouillée à plusieurs reprises par les équipes de recherche. Selon l'autopsie qui a suivi, David est mort d'hypothermie. Le médecin légiste affirme qu'il est décédé au plus tôt, le 31 mai. Question. Puisque David a disparu le 25, mais n'est décédé qu'au plus tôt, le 31, il y a 6 jours entiers, pendant lesquels David doit avoir été vivant. Ce sont exactement les 6 jours pendant lesquels Grouse Mountain a été entièrement fouillé par des centaines d'équipes de recherche, des hélicoptères, des chiens de recherche et des volontaires. Où était-il pendant ce temps? Encore une fois, comme dans ce cas, la victime doit avoir été vivante pendant au moins 6 jours, tandis que les équipes de recherche parcouraient toute la région, appelaient, et les chiens de recherche suivaient son odeur. Pourquoi ne pouvait-il pas le trouver? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de se signaler? Nous devons aborder cela comme cela semble, même si cela contredit ce que nous croyons savoir sur la réalité. Parce qu'il semble qu'il n'était tout simplement pas là à ce moment-là. Il a été retrouvé plus tard dans un endroit qui avait déjà été fouillé plusieurs fois. Où était-il pendant ce temps? De plus, aucune trace n'a été trouvée menant à l'endroit où son corps a été trouvé, ni s'en éloignant. Il est donc peu clair comment David s'est retrouvé dans l'eau. De plus, s'il est vraiment mort d'hypothermie en mai avec un temps fantastique, que faisait-il dans un plan d'eau? Toute personne qui a froid essaie de rester au sec. Il aurait dû être trouvé dans un abri, une crevasse, une petite grotte ou abrité derrière un rocher. Mais pas dans l'eau. De plus, s'il avait froid, pourquoi n'a-t-il pas essayé de retrouver le chemin vers le centre des visiteurs, la station de montagne, le téléphérique? Pourquoi s'est-il allongé dans un étang et s'est-il gelé? Rien de tout cela n'a de sens. Évaluation. Cela a du sens dans un aspect, car la disparition mystérieuse et la mort de David Koch ne sont pas un cas isolé parmi ces incidents. Le cas présente des similitudes avec celui du docteur McGrogan de 2014, qui a également été retrouvé mort dans un endroit où il n'avait pas l'intention d'aller. De même, en 2014, Karen Sykes a quitté le sentier sur le mont Rainier sans raison apparente et a été retrouvée plus tard morte dans un petit étang, voir Case 67, volume 2. James McCormack Jr., Columbia River, 1961. James McCormack Jr. disparaît le 5 décembre 1961 au bord du fleuve Columbia. Il a alors 16 ans. Ce jour-là, James McCormack est avec son père, James McCormack Sr., dans les montagnes au sud des cascades de Columbia Gorge pour chasser. Les deux montent dans les montagnes accompagnés de leurs chiens. James Sr. travaille à Portland comme pompier. Il est en excellente forme physique et mentale, en pleine forme, et est un chasseur expérimenté. Contrairement à son fils qui est en surpoids et totalement déconditionné. C'est sans doute la raison pour laquelle il veut l'emmener chasser et l'encourager à prendre goût à la nature, au mouvement et à la forme physique. Cependant, les trois sont malchanceux. Dès le premier jour, le temps change et il fait froid et pluvieux.
Bientôt, la température baisse encore davantage et il commence à neiger. Les 3 chasseurs ne sont pas bien préparés à un temps aussi mauvais et en sont surpris. Ils perdent alors aussi leur orientation et se perdent alors que le soir tombe et qu'il fait nuit. Ainsi, les 3, père, fils et chien, doivent se réchauffer mutuellement cette nuit-là pour ne pas mourir de froid. À l'aube, le garçon ne va pas bien. Il se sent malade, il a froid et il est complètement épuisé. Il décide donc de repartir au lever du soleil pour rejoindre la voiture par le chemin le plus rapide. Mais le garçon ne peut plus marcher et se plaint de nausées. James Sr. doit porter, soutenir et parfois traîner son fils, qui pèse presque 100 kilos, sur des sentiers de montagne pendant 3 heures. Finalement, ses forces l'abandonnent, il abandonne et doit poser son fils. Il dit alors à son fils de rester exactement ici et de l'attendre, qu'il irait chercher de l'aide. Le père dit qu'il a vu des lumières dans la forêt en contrebas, pensant qu'il s'agissait d'autres randonneurs ou chasseurs qui pourraient les aider. Il descendrait pour essayer de les trouver. Il reviendrait aussi vite que possible et dit à James Jr. de ne pas bouger de cet endroit. Cependant, si l'on regarde de plus près la carte de la zone où il devait se trouver, à l'arrière des cascades, on voit qu'il n'y a rien autour que le père aurait pu voir. En conséquence, le père revient peu après, sans aide, mais le garçon a disparu. Recherche. James McCormack. Seigneur cherche désespérément son fils avec le chien pendant 1 heure, mais il ne peut pas le trouver. Il court alors aussi vite qu'il peut, en bas de la montagne, arrivant totalement essoufflé à la loge des cascades où il demande de l'aide. En l'espace de quelques heures, des équipes de recherche et 200 pompiers volontaires de Portland sont sur place pour chercher le garçon. Le shérif fournit des chiens de recherche, des hélicoptères, ainsi qu'une équipe spéciale de secours en montagne. Lorsque les équipes de recherche arrivent dans la zone où le père a vu son fils pour la dernière fois, elles trouvent rapidement les bottes et les chaussettes du garçon. Enfin, elles trouvent également ses lunettes, elles aussi, à proximité de son dernier emplacement connu. Soyons clairs, nous avons ici un garçon qui est maintenant pieds nus dans un terrain montagneux et sans ses lunettes. Il ne peut en aucun cas aller loin ainsi. Retrouver. Plus tard dans la journée, l'équipe de recherche trouve le garçon à environ 300 mètres de son dernier emplacement, au pied d'un escarpement raide. Il est mort. Les avis divergent quant à la cause de la mort. Certains pensent que James Jr. n'a pas survécu à la chute, d'autres parlent d'une mort par hypothermie. Il n'y a aucune déclaration officielle sur la cause de la mort. C'est un cas très dramatique et l'on ne peut que compatir avec le père. Question. Il est évident que cela n'a aucun sens qu'un garçon épuisé et grelottant dans la neige fraîche qui attend désespérément le retour de son père et son sauvetage de cet enfer glacé se déchausse et enlève ses chaussettes. Mais dans ces cas, il est presque systématique que les victimes se séparent de manière totalement inexplicable et irrationnelle de leurs chaussures et chaussettes, et parfois même de tous leurs vêtements. D'autres caractéristiques de ces cas incluent la présence d'un chien, ainsi que la séparation de la victime des autres, ou dans ce cas, de son père, parce que la victime se sent mal, fatiguée ou épuisée. Ainsi, la victime se retrouve seule et semble devenir vulnérable. Il existe également d'autres rapports faisant état de phénomènes lumineux dans cette région, la nuit. James McCormick. Seigneur n'est apparemment pas le seul à avoir vu des lumières dans les arbres, des lumières qui ne semblent pas avoir de lien avec des humains. Tout cela rappelle fortement les anciennes histoires de feux follets qui attirent les gens comme des moustiques vers la lumière, dans la mauvaise direction, et les poussent à se perdre. Mais la question centrale est encore une fois,
Qu'est-ce qui a poussé le garçon à se déchausser et à enlever ses chaussettes avant de tomber de la falaise? Imaginez que le garçon soit si épuisé qu'il ne puisse plus marcher. Pourquoi aurait-il enlevé ses chaussures et malgré son épuisement total, se serait-il dirigé vers cette falaise pour en tomber? Qu'a-t-il vu, vécu, ou qu'est-ce qui l'a attiré, effrayé, menacé ou poursuivi, au point que malgré son état, malgré le fait qu'il soit à moitié gelé, il a couru pieds nus dans le froid glacial vers cette falaise, perdant ses lunettes en chemin, avant de tomber et de mourir. Même s'il avait rencontré un puma, un coyote ou un ours, pourquoi se serait-il déchaussé? S'il avait fui un animal, il aurait sans doute couru avec ses chaussures et serait tombé de la pente ainsi. Malheureusement, rien n'indique que ses pieds aient été examinés pour savoir s'il avait effectivement couru jusqu'à cette falaise et s'il présentait des salissures ou même des blessures correspondantes, ou s'il avait peut-être été transporté et jeté en bas. Voleur d'âme. Était-il sous l'influence de quelque chose qui l'a tellement désorienté et troublé qu'il ne savait plus ce qu'il faisait? Mais si oui, qu'est-ce qui, dans la nature, aurait pu provoquer cela? Rien n'est connu au sujet de créatures qui désorienteraient télépathiquement leurs victimes avant de les tuer, et qui les laisseraient ensuite intactes. Ou bien volent-elles leurs âmes? Est-ce la raison des décès inexpliqués et des causes de la mort indéterminées à plusieurs reprises, pour la confusion mentale apparente et soudaine? Les nausées souvent ressenties sont-elles un premier signe qu'une lutte mentale pour leur âme est sur le point de commencer? Certains monstres spirituels invisibles volent-ils les âmes de ces personnes? Et ces personnes souvent particulières, soit par leur performance intellectuelle exceptionnelle, soit par leur situation aux antipodes avec des déficiences intellectuelles, la vieillesse ou la maladie, sont-elles choisies parce que toutes deux sont des proies particulièrement faciles ou précieuses? Les âmes de ces êtres sont-elles différentes? Les faibles sont-ils des cibles particulièrement faciles et les très intelligents des âmes particulièrement riches? Pourquoi alors est-il si important que les victimes, au moment où leur âme est volée, ne portent ni chaussures ni chaussettes? Les chaussures offrent-elles une protection contre l'attaquant? Ou l'attaquant a-t-il besoin de l'impuissance de la victime, de son incapacité à se déplacer loin pieds nus dans un terrain accidenté? Il semble que de nombreuses victimes soient frappées par une forme de folie au cours de cette lutte mentale. Elles ne savent plus où elles sont, ne reconnaissent plus leur environnement, semblent avoir des hallucinations et réagissent de manière complètement irrationnelle. Mais pourquoi tant de victimes disparaissent-elles et ne sont jamais retrouvées, pas même leur corps sans âme? Et que se passe-t-il avec les victimes qui reviennent vivantes, semblant avoir conservé leur âme et gagné la bataille? Pourquoi ne peuvent-elles se souvenir de rien? Et y a-t-il quelque chose dans l'environnement ou dans la nature qui facilite ou même rend possible tout ce processus? Les mêmes caractéristiques réapparaissent constamment sur les lieux. Des rochers, du granit, des plans d'eau, des buissons avec des baies, particulièrement fréquemment près des volcans. Bien sûr, ce sont aussi des caractéristiques courantes dans la nature. Et bien sûr, l'eau représente toujours un danger potentiel, risquant de se noyer. D'autre part, on se souvient de cas où des personnes disparaissent en lien avec des plans d'eau, mais ne se noient pas, où la noyade n'est pas établie comme cause de la mort, bien que les victimes aient été retrouvées dans l'eau. Mais il reste même incertain s'il s'agit ici d'un phénomène naturel ou si des forces ou des êtres intelligents sont impliqués dans ces mystérieux cas de disparition et de décès inexpliqués. Et pourquoi ces événements sont-ils toujours suivis de brusques changements climatiques? Fondamentalement, les victimes ne disparaissent jamais lorsqu'elles sont observées. Le processus de disparition n'est jamais observé, ni par des compagnons, ni par des témoins,
ni même par des caméras de surveillance. Quel phénomène naturel ou être est capable de cela? Ou est-ce que le fait d'être observé empêche la disparition elle-même? Est-ce seulement possible, physiquement possible, lorsque personne ne regarde la victime? Cela expliquerait la perfection. Pourquoi le processus de disparition n'est absolument jamais observé? Parce que cela pourrait être impossible. Seule une personne que personne ne voit à ce moment peut disparaître, être enlevée, peut-être. Personne disparue, maintenant disponible partout, en e-book et livre de poche, ainsi qu'en livre audio sur notre site web denkverlag.com ou sur Google Play Store. Les cas de Missing 411 les plus troublants, des cas qui ne pourraient pas être plus inquiétants et mystérieux. Volume 1, 2, 3 et 4 en e-book, livre de poche et livre audio, bientôt disponibles partout. Si vous aimez nos contenus, donnez-nous un like. Abonnez-vous à notre chaîne, écrivez-nous votre avis et partagez un lien vers notre chaîne avec vos amis et connaissances. Merci.